La tenue prochaine en N'Djamena des assises du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel 6 au centre d'une audience accordée par le chef de l'État au secrétaire exécutif du SILS. Les recettes du mois de janvier 2020 sont bonnes, déclare le secrétaire d'État aux finances et au budget lors de la traditionnelle réunion hebdomadaire sur les régies financières tenue ce matin à la présidence de la République. Et puis la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel est ouverte ce matin au palais du 15 janvier en présence des membres du gouvernement de grandes institutions de la République. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La tenue prochaine en N'Djamena des assises du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS était ce matin au centre d'une audience accordée par le président de la République et des Ibidno au secrétaire exécutif du SILS, Dr Jimé Adoum. Ces assises auront lieu dans la deuxième décade du mois d'avril 2020. Nous sommes 10 jours, très exactement, après la première rencontre avec le président de la République Idriss Déby Itno relative à la tenue en N'Djamena, respectivement des sommets des chefs d'État des pays membres du SILS, la rencontre des premières dames du dit espace, la deuxième édition du Salon africain de l'agriculture, Safagri, et une rencontre de haut niveau consacrée à l'institutionnalisation du Safagri au Tchad, le secrétaire exécutif du SILS, Dr Jimé Adoum, accompagné du secrétaire permanent du SILS au Tchad, Issakha Banyo, revient sur ses pas. L'entrevue qui s'est déroulée en présence de la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madame Madjidian Padjarit, et des proches collaborateurs du chef de l'État a duré 1 heure. Elle vise à rendre compte au président de la République, Idriss Déby Itno, président entrant du SILS, de l'état d'avancement des préparatifs et des calendriers de la tenue de ces assises. Les discussions et les orientations que nous avons eues avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ont permis d'avoir des orientations assez claires, assez précises quant à l'organisation, quant à l'implication de tout le monde dans ce processus, quant aux différents comités que nous allons mettre sur place, quant à la gestion rigoureuse de ce qui sera dépensé. Et le fait que le site du Safagri a été implanté, et nous allons aussi faire des études pour opérationnaliser, si vous voulez, pour la construction du site. Et donc tout compte fait, le SILS se déporte en N'Djamena pendant 18 jours. Le SILS laissera ici en N'Djamena avec le président de la République, le gouvernement et le peuple tchadien la présidence en exercice du SILS. Et le SILS donc a confiance qu'effectivement le Tchad va présider aux destinées de l'institution et que des résultats énormes sont attendus étant donné déjà de très bonnes dispositions prises pour opérationnaliser et institutionnaliser le Safagri. Du 11 au 19 avril prochain, N'Djamena sera le point de convergence des ressortissants du SILS avec la présence effective de 13 États membres du SILS et des délégations étrangères d'une trentaine de pays. La traditionnelle réunion hebdomadaire sur les régies financières s'est tenue sous la houlette du ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha. La rencontre a permis de faire un état de lieu de recettes et dépenses. Les recettes du mois de janvier 2020 sont bonnes, déclare le secrétaire d'État aux finances et au budget, Ahmed Salkoudar Ali Fadel. À cette deuxième réunion de l'an 2020, consacrée aux recettes et dépenses du trésor public, l'on a noté autour du ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Brahim Hissène Taha, la présence de 8 membres du gouvernement dont les départements ministériels respectifs sont pourvoyeurs des recettes publiques. Le directeur du cabinet civil adjoint du président de la République, le conseiller technique du chef de l'État en charge des finances et du budget, ainsi qu'une dizaine de directeurs généraux
et directeur des services en charge des régies financières sont également de la partie. Au cours de cette réunion, le point des recettes et des dépenses du premier mois de l'an 2020 est fait par le secrétaire d'État aux finances et au budget, Ahmed Al-Khoudar Ali Fadel. Les recettes engrangées par le Trésor public en ce début de l'année sont bonnes pour l'instant, a-t-il confié au sortir de la traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. Bon, on peut retenir que le premier mois de l'année, le mois de janvier, il est encourageant. On a fait de bonnes recettes. Et nous souhaiterions que cette avancée se concrétise dans les mois à venir. Donc nous attendons février et mars pour avoir une idée globale. Mais pour l'instant, les indicateurs du mois de janvier sont bons parce que les nouveautés qui sont introduites dans l'annuel des finances commencent à donner leurs résultats. Malgré l'embellie financière constatée, des orientations précises ont été données par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Brahim Hissène Taha, à l'effet d'éviter au maximum les déperditions des recettes dues à l'État. Rendez-vous est pris pour une autre réunion devant disséquer cette fois-ci la situation des recettes et des dépenses du mois de février 2020. Ouverture ce matin au palais du 15 janvier de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel des membres du gouvernement, de grandes institutions de la République et bien d'autres personnalités ont rehaussé de leur présence la cérémonie. La première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel placée sous le haut patronage du président de la République s'ouvre solennellement. Le chef de l'État est représenté à l'ouverture de la dite session par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha. 2 semaines durant, les conseillers de la République passeront en revue des questions en lien avec la thématique des assises, développer l'entrepreneuriat pour relever les défis de l'emploi de jeunes au Tchad. Le choix du thème n'est pas fortuit, soutient le président du Conseil économique, social et culturel. En choisissant ce thème, le Conseil de la République pourra jauger l'opérationnalisation de la politique nationale de l'emploi, de la politique nationale de la jeunesse tchadienne, conçue pour contribuer à la création et à l'accroissement des opportunités d'emploi décents, contribuant ainsi à une croissance économique forte, d'une part, et promouvoir les initiatives de la jeunesse en vue d'une meilleure implication des jeunes dans la vie de la société, d'autre part. Abdelkirim Amadaï Bahit devait faire mention de la volonté des plus hautes autorités de la République en faveur de la jeunesse. Le gouvernement, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, s'est engagé à réformer la politique économique à travers des filières porteuses. À cette session, les conseillers de la République auront à échanger avec les experts, les entrepreneurs, les personnalités politiques et les personnes ressources, les représentants des organisations de jeunes et des femmes et du monde des affaires pour produire un rapport, formuler des avis au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour les actions concrètes. La délégation conduite par le ministre de l'économie, de la planification et du développement, Issa Doubraï, s'est rendue à Mondou dans le Logone occidental pour la préparation de l'inauguration de l'abattoir de Mondou et l'arrivée du chef de l'État dans la dite province. Le point avec Nouadoumbay Taroumati. Pour s'assurer des activités de festivités marquant officiellement le lancement de l'abattoir, le ministre de l'économie, de la planification et du développement, Issa Doubraï, le ministre des infrastructures et des transports, Abdraman Mokhtar Mamat, et
et celui de l'élevage et des productions animales Gayang Souaré ont été accueillis par le gouverneur de la province du Logone occidental, Dako Yakuba. C'est une mission d'évaluation des différentes structures de logement permettant d'accueillir le chef de l'État Idriss Déby Itno et la délégation qui l'accompagne. La province du Logone occidental bénéficie de quelques réalisations très importantes. Il est toujours cité la construction d'un aéroport aux normes internationales, la construction de laboratoires modernes, la construction d'une centrale d'électricité à gaz naturel, sans oublier la réhabilitation et le lancement des activités de la Cotorca, Société nationale. Le ministre de l'élevage, membre de la délégation, souligne que la création de l'abattoir permet d'exploiter et de valoriser de façon rationnelle les produits et les sous-produits de l'élevage. C'est une opportunité pour le Tchad. Parce que jusqu'à là, ce secteur-là, tout le monde s'accorde à dire que le développement du pays est assis sur le secteur de l'élevage et de l'agriculture. Mais c'est un secteur qui n'est pas suffisamment encore développé. La délégation conduite par Dr Issa Doubrin a échangé avec les différents responsables des services de l'État au gouvernorat. L'accent a été mis sur l'entretien et l'importance de l'infrastructure économique. Après cette séance de réunion, la délégation s'est rendue à l'abattoir construit à la sortie sud de la capitale économique du Tchad. La délégation apprécie la réalisation de ce joyau architectural qui est l'accomplissement du développement à la base. Tout est pratiquement fini. Il reste donc la question de réglage, de petits travaux de finition qui restent. Il n'y a pas de contraintes majeures. Issa Doubragne, Abdraman Mouktar Mamat et Gayang Souaré ont visité pièce par pièce, département par département, afin d'apprécier la qualité de la structure et les finitions du bâtiment. Les techniciens et les responsables de la Chambre ont rassuré les ministres de la bonne tenue de la Chambre. La capacité d'accueil et les conditions sont réunies pour le lancement officiel de l'abattoir. L'aéroport constitue la dernière étape de la visite de 3 membres du gouvernement dans la ville de Moundou. Après la tournée de la délégation conduite par le ministre de l'économie et de la planification du développement dans la partie méridionale du pays, dans le cadre des préparatifs de la visite du chef de l'État, le ministre Issa Doubrin fait la synthèse de la mission. Suivez. Grâce à la témérité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et cette infrastructure d'importance va faciliter la circulation des biens et personnes, va augmenter, n'est-ce pas, l'échange économique commercial, va augmenter aussi tout à fait l'intégration économique que nous souhaitons en Afrique centrale. Nous avons poursuivi la visite à l'Aï. Vous avez pu aussi constater la demande est très forte du développement. Et il n'y a pas une autre province au Tchad qui va vraiment présenter les possibilités d'accueillir ces projets pilotes, le programme PADELFIT, pour lancer le développement de manière transversale sur l'ensemble du territoire à partir de l'Aï. Et il s'agit vraiment de dérouler les activités économiques et de développement à la base et de manière urgente pour répondre aux requêtes légitimes, aux requêtes très importantes des populations et ce que le chef de l'État leur a promis lors même des dernières consultations électorales. Nous avons poursuivi l'étape de Moundou. Vous avez pu aussi mesurer combien les populations ont hâte, n'est-ce pas, d'entrer en possession de leur abattoir qui n'est pas que pour le Logone occidental. Les animaux qui vont être traités là-bas ne viendront pas que du Logone occidental. Le retour économique ne sera pas qu'en faveur du Logone occidental, ce sera en faveur de l'ensemble du Tchad. Et nous allons être vraiment heureux de manger de la bonne viande qui sortira de notre propre abattoir et aussi d'alimenter enfin les pays d'Afrique centrale, notamment le Gabon, le Congo, la Guinée, qui jusqu'à présent s'alimentent à partir de l'Argentine, d'Amérique du Sud. Donc le chef de l'État sera heureux, je le présume, de enfin prendre possession de cette importante infrastructure. Et je salue l'accompagnement de qualité du ministre et de ses services et de l'entreprise qui est, n'est-ce pas, partenaire de mise en œuvre de cet important projet. Il aura lui-même ses messages profonds en communion avec la population tchadienne qui va livrer. Et le choix de ces localités ne sont pas un hasard. Ça a été un choix minutieux fait par lui-même et qui, n'est-ce pas, explique notre déplacement en précurseur. Et d'ici là, les directeurs généraux des ministères viendront et nous-mêmes viendrons un peu plus tôt pour rester ici et nous assurer que
toutes les dispositions sont prises pour que les visites du chef de l'État dans les provinces, auprès de ses parents, auprès de sa population, soient totalement un succès. Et puis la direction de la pêche, du développement et de l'aquaculture a décidé de doter un projet c'est face à la problématique d'insécurité alimentaire qui se caractérise le Tchad. La direction de la pêche et du développement de l'aquaculture a décidé de se doter d'un projet de développement de la résilience et de lutte contre l'insécurité alimentaire. Thomas Wangeli. Nous sommes à Lugungana, localité située à 80 km de la capitale. Ici, la pêche est l'une des activités principales de la population. Mais cette filière souffre d'un manque d'organisation. Alors, la nécessité de renforcer les capacités des structures en charge de ces sous-secteurs de l'économie nationale s'avère une préoccupation majeure du gouvernement. C'est là où intervient la mission du projet de développement de la résilience et de lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad PEDERLIAT, conduite par la directrice générale de la pêche et du développement de l'aquaculture. La direction de la pêche et du développement de l'aquaculture a décidé de mener une mission en fait de sensibiliser le pêcheur contre l'utilisation des engins prohibés et en même temps recueillir leurs attentes par rapport à la convention qu'il y a entre la direction de la pêche et le projet PEDERLIAT. Sensibiliser la population n'est pas le seul objectif de la journée. Koïse Ramadan Karifen et sa délégation sont venus s'imprégner de la réalité du terrain des pisciculteurs dans cette localité, mais aussi remettre le guide des productions piscicoles élaboré par sa direction. Un document qui, selon le chercheur en gestion des ressources naturelles Manga Patrick, permettra aux pisciculteurs de suivre les itinéraires techniques, à savoir la technique de production des poissons, la fertilisation, les aliments et techniques d'alimentation, ainsi que la gestion d'une ferme pour réussir les productions piscicoles de qualité. Pour renforcer davantage cette filière, la Direction générale de la pêche entend construire un centre de formation, 500 étangs et une usine de fabrication des poissons. Ceci pour permettre à la population de bénéficier au maximum de cette activité génératrice de revenus, précise-t-elle. Dossier de la rédaction, nous allons à la découverte de jeunes agri-entrepreneurs. Vous allez les voir. Ils se sont lancés dans le travail de la terre. Des jeunes qui veulent miser sur ce secteur pour nourrir compatriotes et développer le pays. Ali Mohamed Bilo. Dès le du contrôle à la terre, la jeune Afifa conjugue l'agriculture au féminin. Sur cette terre fertile de plus de 3 hectares, elle se livre au maraîchage. Diverses variétés. En pleine saison, nous on cultive l'oignon, l'ail, le chou, l'aubergine, l'oseille, les carottes, la tomate, l'haricot. Et en saison pluvieuse, on en profite parce que la terre, on ne peut pas la laisser comme ça. Donc on sème les riz. Voilà, comme cette année, on a vraiment assez semé de riz et des dizaines ou de vingtaines de sacs, je peux dire sacs de 40 kilos. 4 années d'expérience, ça marche. Al-Jannat, véritable paradis. Du verger à la ferme, arbres, volailles et animaux cohabitent et s'épanouissent. La future grande patronne rêve grand. Et j'aimerais voir notre Al-Jannat doit être un grand espace. Pourquoi pas de 40 hectares, 50 hectares, pour ne pas exporter les produits de l'étranger. Nous-mêmes, on essaie de produire localement et vendre localement. Elle n'est pas la seule à tomber sous le charme de la terre. Adam et son équipe aussi s'embarquent dans cette barque dont le cap est mis sur un lendemain meilleur. À titre expérimental, ils exploitent ces terrains. Ici, c'est notre site technique. Nous avons 2 sites. L'un se trouve à Djarmaya, l'autre se trouve à Niala. Ici, c'est-à-dire nous avons choisi ce site qui se trouve ici pour tester nos semences. Plusieurs types de semences on est en train de tester ici. Voilà, vous avez vu plusieurs types. Il y a des tomates, salades, poivrons, choux, carottes, tout ça là. C'est un site technique. C'est pour l'expérience. Bêcher, fouiller et dompter. Et voilà la terre accouche ses fruits. Des tomates bio, prêtes à la consommation. Le plus grand rêve de ces jeunes, c'est de nourrir les Tchadiens. Nous avons constaté que nous sommes dans un pays
avec une superficie de 1 284 km, avec une population de 15 millions. Mais nous ne sommes que des consommateurs. On consomme seulement tout ce qu'on part, on exporte, on consomme. Notre plus grand rêve, c'est de voir les Tchadiens se nourrir eux-mêmes, de ne pas aller à l'extérieur, d'amener des cultures maraîchères pour se vivre. Demoiselle Afifa Hassan, Adam Ali et ses amis croient en leurs rêves. Et même si les difficultés sont énormes, rien n'ébranle leur engagement. La terre nourricière tient toujours ses promesses. La mission du MPS conduite par Dr Aridi Kone, membre du bureau politique national du MPS, continue son périple dans la Kabia, dans les cantons d'Omo et Léo. La mission a animé des meetings. Plusieurs militants de partis de l'opposition ont rallié le rendu MPS. Déterminé à conquérir le département de la Kabia pour le compte de sa formation politique, le mouvement patriotique du salut, Dr Alaridi Kone, membre du bureau politique national du MPS, a pris son bâton de pèlerin pour sillonner village zéphérique, pour sensibiliser la population sur les idéaux du MPS et surtout faire adhérer massivement la population au mouvement patriotique du salut. Ici dans le canton d'Omo, un nombre important de militants des partis politiques, de l'UNDR, PDPT, RNDT Le Réveil, Capsure et MDST décident d'adhérer au mouvement patriotique du salut. Après le canton d'Omo, la délégation conduite par Dr Alaridi Kone se rend dans le canton Léo pour enregistrer l'engagement de 500 militants des partis politiques, à savoir l'UNDR, RNDT Le Réveil, PDPT et Capsure. Selon le porte-parole de l'ALI, leur adhésion massive au mouvement patriotique du salut est le résultat des œuvres palpables entreprises par Dr Alaridi Kone dans le canton Léo, notamment la construction des salles de classe, des forages d'eau et des bourses d'études au bachelier. Selon lui, le MPS est une formation politique d'action. Ravi d'accueillir de nouveaux camarades, Ibaga Wawana, membre du bureau politique national, exhorte ces derniers à se faire enrôler le moment venu. Et mes chers petits frères, chers camarades, pour porter le MPS, il faut se faire recenser. Vous pouvez vous dire, vous êtes MPS, vous êtes tel, mais tant que vous n'avez pas cette carte, vous ne pouvez pas voter. Pour le chef de mission, Dr Alaridi Kone, sa formation politique atténue tient et tiendra toujours ses engagements vis-à-vis de la population. Moi, je vous avais promis, lorsqu'on est venu ici, il y a deux choses. Sa Majesté le chef de canton avait insisté dessus toutes les fois que je viens. Une des choses, il dit, il veut l'antenne. Il veut l'antenne. Nous avons négocié, pas seulement pour Domo, on a négocié 5 antennes. Aujourd'hui, vous avez l'antenne déjà à Domo. On va communiquer 24 heures sur 24. Dr Alaridi Kone de renchérir que le président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, a un programme de développement durable pour le département de la Kabia. Et puis ici, communiqué pour la suite du journal face à l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en République populaire de Chine et plus précisément dans la région de Wuhan. Le bureau politique du MPS a réuni ce jour 5 février 2020 à son siège exprime son soutien et sa solidarité et sa compassion avec le Parti communiste chinois, PCC, et au peuple de la République populaire de Chine et plus particulièrement aux familles éplorées au regard des efforts et des moyens colossaux mis en œuvre par les plus hautes autorités chinoises pour juguler cette crise sanitaire. Le MPS solidaire avec le Parti communiste chinois espère un retour rapide à une vie normale. À la signature, le secrétaire général Mohamed Zenbada. Lancement officiel de la caravane de prise en charge gratuite de la cataracte dans le département de Lac-Léré, province du Moyen-Kivu-Ouest. Initiative de la Fondation Grand Cœur de concert avec le programme national de lutte contre la cécité. Fareladj. Première caravane de prise en charge gratuite de la cataracte pour le compte de l'année 2020, la Fondation Grand Cœur et le PNLC, Programme national de lutte contre la cécité, portent leur choix sur la ville de Léré, chef-lieu du département de Lac-Léré, pour le lancement officiel des activités. Celle-ci vise à atteindre une centaine de patients venus de divers horizons de la province du Moyen-Kivu-Ouest. L'objectif de la caravane ophtalmologique que la Fondation Grand Cœur mène à Léré vise à opérer 500 patients. En marge de cette caravane, d'autres activités sont prévues. Des machines à coudre seront distribuées dans le centre de formation professionnelle en couture. Compte tenu du nombre important de patients à atteindre, le maire de la ville de Léré,
Taino Mada Pakware Pakelheureux s'est réjoui à plus d'un titre. Lançant officiellement la caravane ophtalmologique, le préfet du département de Lac-Léré souligne qu'en cette nouvelle année en cours, la première dame Inda Déby Itno, par le biais de sa fondation, honore le département de Lac-Léré. Et ceci à travers ses actions de bienfaisance qu'elle mène au profit de sa population. Nous sommes les plus heureux car nous démarrons l'année 2020 avec beaucoup de bonheur. Que tu sois homme, femme, grand, petit, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta beauté, dès que tu perds la vue, tu deviens laid. Alors, la Fondation Grand Cœur, que dirige la première dame, Inda Déby Itno, est présente pour te redonner la vue, l'espoir et le sourire, car la vue, c'est la vie. Cette caravane se déroule du 4 au 9 février 2020 au sein de l'hôpital de district de Léré. L'opportunité a été pour le préfet Abdraman Saleh Moussa, en sa qualité du premier responsable, d'inviter la population à saisir cette opportunité unique en son genre pour bénéficier des soins appropriés. Le ministère de la Santé publique a organisé une campagne d'éducation, d'information et de sensibilisation, ainsi que l'importance de dépistage précoce du cancer dans les établissements scolaires. Ceci dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer célébrée tous les 4 février. Christelle Ngarlemdana. Pour lutter efficacement contre le cancer en milieu jeune, le ministère de la Santé publique vient à la rencontre des élèves du lycée de Gassi. Objectif, s'entretenir avec eux sur les risques liés à cette maladie mortelle afin de s'en prémunir. Pour ce faire, les responsables de cette campagne se sont relayés pour démontrer et expliquer les gestes pouvant permettre de détecter dans certains cas la présence de ce mal. Pour combattre ce type de maladie, il est non seulement important de soutenir la recherche, mais également informer les jeunes sur la prévention et le dépistage, souligne le coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer. On aimerait passer le message à travers la campagne de sensibilisation, surtout sur les facteurs de risque. Les jeunes sont l'avenir de demain. Le ministère de la Santé publique a espoir qu'en levant le tabou sur le cancer, ceci permettra à la population tchadienne de maximiser ses chances d'éviter le cancer. Le gouverneur du district 403B1 du Lions Club International a organisé ce matin une conférence de presse axée sur le bilan des actions menées au profit des populations et faire le point sur le partenariat entre son institution et les plus hautes autorités du pays. Car c'était aimé. Face aux hommes des médias, pour faire le bilan de fin de son séjour, le gouverneur du district 403B1 du Lions Club International souligne que son institution a offert des moyens aux bénévoles afin de servir leur communauté, répondu aux besoins humanitaires. Le gouverneur de souligner que le Lions Club œuvre également pour la défense de l'environnement, la construction de maisons d'accueil pour les personnes handicapées, le soutien de campagnes d'information sur le diabète, l'application de programmes d'aide aux problèmes auditifs et le secours international en cas de catastrophe. Il y a effectivement des aspects positifs et aussi d'autres qui sont à améliorer. Ce qui est positif, c'est que majoritairement nos clubs travaillent effectivement dans l'esprit et la lettre de ce que l'association prescrit, à savoir le service aux populations les plus démunies. De grands projets sont engagés, certains sont arrivés à terme, comme le projet Tracom, et pour lequel nous allons retravailler de manière à en faire une passe supplémentaire. Un panel composé de 4 orateurs ayant à leur tête Badinga Utsuu soutient que le Lions Club n'est pas une secte, contrairement à une certaine idée préconçue. Présent dans 150 pays, composé de plus d'1 million de bénévoles répartis dans 44 000 clubs, le Lions Club International est une association internationale à but non lucratif créée en 1917 et est aujourd'hui reconnue par l'ONU.
À Mao, dans le CANEM, inauguration ce matin du nouveau bureau de l'autorité de régulation du secteur pétrolier à Val-Arsad et l'installation de chef d'antenne de cette institution. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la dite province Hassan Trerab en présence du directeur général adjoint de l'Arsad, Hamid Djoumounoujouma. Le point avec Omar Mamadouarou. Ce sont les provinces du Bourkou, Bar El Ghazal, Lac, Kanem et Tibesti qui sont sous les ordres du nouveau chef d'antenne. Étaient présents à cette cérémonie les autorités administratives, militaires, les différents chefs de services déconcentrés de l'État et les commerçants de la ville de Mao. C'est l'occasion pour le chef de mission de dire que l'Arsad est un établissement public qui a pour vocation la régulation du secteur de l'aval pétrolier au Tchad. Les activités liées à l'achat, au transport, au conditionnement et à la distribution de produits pétroliers sont régulées par son institution. D'autre part, l'Arsad sensibilise et oriente les opérateurs économiques du secteur et surtout de faire respecter la réglementation en vigueur. Dans son mot d'installation, le gouverneur de la province du Kanem Hassan Terab a déclaré que le secteur de l'aval pétrolier a été régulé par le décret numéro 399 Barpem du 20 octobre 2015. Pour le gouverneur, le nouveau chef d'antenne d'Arsad de la zone nord a pour mission de veiller au respect des normes et des conditionnements d'exercice de l'activité de l'aval pétrolier dans les zones et de lutter contre les fraudes sur ces diverses formes. L'Arsad joue un rôle important. D'abord, il permet d'éviter un certain nombre d'incidents dans le cadre de la vente et de manipulation de produits pétroliers et gaziers. C'est ainsi que désormais, même pour l'implantation d'une station-service, les opérateurs doivent s'adresser à l'Arsad. L'enfûtage, c'est-à-dire la mise de carburant dans le fût, est également strictement interdit. Pour sa part, le nouveau chef d'antenne, Hamid Issakha, a tenu à remercier le président de la République, Idriss Déby Itno, pour le choix apporté à sa modeste personne. Par ailleurs, il exhorte les uns et les autres à œuvrer pour une franche et sincère collaboration pour l'accomplissement de sa mission. Après quoi, le directeur général adjoint de l'Arsad, accompagné du préfet du Kanem, Brahim Alifa Ali, et le maire de la ville de Mao, Eladj Moutambour Choukou, ont visité les différentes stations-service et quelques dépôts de carburant. Là, beaucoup de manquements ont été constatés. Le prix du carburant ne respecte pas ceux fixés par l'État. Dans les garages, de fûts et de cuves contenant des produits pétroliers sont installés à même le sol, et ce, non loin des habitations. À Doba, dans le Logone oriental, il s'est tient un atelier de dissémination du plan stratégique national de la santé et développement des adolescents et jeunes 2020-2024. C'est le secrétaire général provincial qui a présidé la cérémonie. Makiambe Banouchi. Cet atelier où ont pris part les cadres des ministères de la santé publique, de l'éducation nationale, de l'action sociale, de la jeunesse et des sports, de la communication, des partenaires et les représentants des associations féminines et des jeunes a pour objectif de contribuer à la dissémination du plan stratégique de santé et de développement des adolescents et des jeunes. Pour cela, ils ont partagé et échangé leurs expériences sur les besoins spécifiques des adolescents et des jeunes qui sont une tranche très importante pour l'avenir d'un pays. Justifiant le contexte de cet atelier, Madame le chef de mission de CARE International, Dr Marie Babouguel, a renseigné que les adolescents et les jeunes sont plus exposés à la mortalité et à la morbidité liées aux accidents, au suicide, à la violence, au VIH et aux drogues. C'est pourquoi il est urgent de mettre en place des services de base et une réforme des systèmes d'éducation et de santé pour que cette tranche d'âge puisse bénéficier des services de qualité adaptés à la situation, car la santé, l'éducation et le développement des adolescents et des jeunes sont des éléments clés pour le développement du pays. Cet atelier qui vise le bien-être de la population et plus particulièrement des jeunes entre en droite ligne de la politique de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui met au centre de ses préoccupations l'épanouissement de la jeunesse. Enfin, Adam Adami Youssouf a remercié CARE International et les autres partenaires pour leurs appuis techniques et financiers sans lesquels cet atelier ne peut se tenir. Et
puis cette information bref et image, rendons-nous dans la province du Ouaddaï. Le couple ayant donné naissance à des triplés le dimanche dernier à l'hôpital provincial d'Abéché a reçu la visite du point focal de la Fondation Grand Cœur. Après la visite du gouverneur du Ouaddaï, Mohamed Amataha, vol au secours de ces triplés, il a offert un don à ces derniers. Le basketball retrouve ces derniers temps la place qui était la sienne sur le continent en dépit des difficultés de tout ordre. Cette discipline de sport collectif qui se joue avec la balle orange fait de beaux jours du Tchad dans le concert des grandes nations de la discipline. Pour plus de précision, retrouvons Kadnou Batiofil. Seule discipline des sports collectifs qui se porte bien au Tchad, le basketball a connu ces dernières années une montée impressionnante sur l'échiquier continental. Cela se justifie par les prestations des SAO lors de la phase préliminaire et des éliminatoires de la World Basket de 2019 qui se sont déroulés respectivement à Yaoundé au Cameroun et à Rades en Tunico au Mali en juin et juillet dernier. En dépit des difficultés de tous ordres qui ont entaché leurs préparatifs, les vaillants basketteurs tchadiens qui ont quitté N'Djamena très tôt, le jour même de leur entrée en matière contre les Panacas Negras d'Angola, ont su honorer le pays de Toumaï. Ils sont parvenus finalement choisi le championnat algérien pour entamer sa carrière professionnelle. Ces prestations remarquables des basketteurs tchadiens ont amené les dirigeants de la FIBA Afrique à revoir leur classement. Ainsi, ils font passer le Tchad de la 22e place au top 10, c'est-à-dire au rang des 10 meilleures nations africaines de la balle orange. Cette montée fulgurante du basketball tchadien sur le continent africain est à mettre à l'actif du bureau exécutif que dirige Bani Gatangoulou, mis en place en septembre 2016. Pour découvrir le secret de l'envol du basketball, nous irons vers ce bureau exécutif de l'instance dirigeante de la balle au panier. Dans le cadre du développement du football africain, plus particulièrement au Tchad, la Fédération internationale de football association a fait un don de 380 ballons à la Fédération tchadienne de football association. Ces ballons seront remis à la Ligue de N'Djamena et qui seront remis aux responsables de club. Dans sa mission du développement du football en Afrique, la Fédération internationale de football association a offert des ballons à la Fédération tchadienne de football association. Un geste hautement salué par le coordonnateur zone 7 de la Fédération internationale de football association, Ahmad Imam, qui n'a pas manqué de souligner les performances de la Fédération internationale de football association dans le développement du football au Tchad. Le président de la Ligue de football de N'Djamena, Ahmad Maïna Ahmad, a pour sa part remercié le staff de la Fédération internationale de football association avant d'ajouter que le véritable problème du football tchadien réside dans le manque de sponsors. En mission au Tchad, le directeur du développement du bureau Afrique de l'Ouest et du Centre de la Fédération internationale de football association s'est dit satisfait des efforts consentis par la Fédération tchadienne de football ces dernières années. Nous travaillons chaque jour pour contribuer au développement du football dans tous les pays. Mais aujourd'hui, on a une preuve palpable de ce pourquoi nous œuvrons tous les jours pour le développement du football. Nous nous réjouissons aujourd'hui de voir concrètement ce à quoi ces fonds de solidarité ont servi pour le cadre de la Fédération tchadienne de football. Ces 380 ballons seront repartis entre les 40 clubs de la capitale. Occasion pour le représentant des clubs de remercier les donateurs avant de leur promettre que ces ballons seront utilisés rationnellement afin de promouvoir le football au pays de Toumaï. Au bas de ce journal, cette page noire, l'ancien ministre tchadien Sogelni Boniface est décédé samedi 1er février 2020 en N'Djamena des suites de maladie. Grand commis de l'État, Sogelni Boniface a au cours de sa carrière occupé plusieurs postes en tant que membre du gouvernement à la présidence de la République, à l'administration du territoire, au gouverneur de la Tandjili.
Il fut militant du mouvement patriotique du salut, membre actif et membre du PPN. Il a été également le président de la Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par le père Mayep. Paix à son âme. Et c'est avec cette page noire que se referme cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.